Donc on va passer la parole à Aurélie Mosset qui vient de l'ENSAD Lab aux Arts Déco et qui travaille sur les textiles dans un laboratoire qui s'appelle Soft Matter. Je vais la laisser donc présenter son travail. Alors pour vous expliquer, cette année, on l'a contactée justement parce qu'on était intéressé par ce qui se fait à l'ENSAD Lab dans son laboratoire et on lui a proposé de s'intégrer au projet. Donc on va voir un petit peu quelle est sa démarche et quelles sont ses propositions qui pourraient se connecter sur notre travail dans le corps infini. Voilà. Mets-toi à côté du micro. Attends, je vais le déplacer. Bonjour à tous et merci donc pour cette invitation. Je ne vais pas tellement vous parler d'apesanteur ni de corps, mais donc plutôt de matériaux, de temps et de mouvement. Et vous verrez qu'il y a quand même des petites relations. Avant juste de rentrer dans le cœur du sujet, je veux juste vous dire d'où je viens et d'où je parle. Donc, je suis de formation une designer textile, mais aussi une chercheuse dans le domaine plus particulier des matériaux et des textiles actifs. Et donc, j'interviens à l'école des Arts Déco à différents niveaux, à la fois en pédagogie, dans le département design textile et design vêtements, mais plus particulièrement aussi dans le groupe donc, de recherche Soft Matters, que je co-dirige avec Jean-François Bassereau, et qui est un groupe qui est assez jeune, qui a on va dire 1 an d'activité opérationnelle à ce jour, et qui est constitué d'une étudiante doctorante, Jeanne Visserial, et de 3 étudiants prédoctorants. Donc tout ça pour vous dire qu'on est un groupe avec des profils assez variés, à la fois dans le domaine du design vêtements, du design d'objets. On touche un peu à l'architecture, à l'ingénierie aussi, aux matériaux, et on s'intéresse en fait à la question du potentiel en fait des nouveaux matériaux et des nouvelles technologies pour offrir des possibilités de futurs plus résilients. Et donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est plutôt de matériaux actifs qui sont en fait une famille relativement nouvelle de matériaux qui ont été conçus en fait pour programmer, pour sentir une information et puis pour y réagir avec un comportement particulier. En tous les cas, c'est la façon dont moi je les définis. On parle aussi de matériaux intelligents, à vous d'apprécier la pertinence du terme. En tous les cas, c'est des matériaux qui sont nouveaux pour nous en tant que designers, en tant qu'architectes, parce qu'en fait, ils sont un petit peu à la frontière de la machine et du matériau. Et en tous les cas, ils sont fondamentalement nouveaux parce qu'ils introduisent en fait le temps comme une dimension essentielle de leur matérialité. C'est des choses que les designers textiles, en tous les cas, n'avaient pas trop l'habitude d'appréhender. Et donc, évidemment, ça pose un tas de questions que les danseurs, les chorégraphes, les musiciens connaissent bien, mais comment l'objet se déploie dans le temps, à quelle vitesse, à quel rythme, avec quelle typologie et motif de mouvement. Mais c'est pour moi aussi une question plus fondamentale de poser la question en fait, de quel paysage temporel on dessine à travers ces matériaux, donc comment finalement on design notre quotidien. Et c'est des questions qui sont d'autant plus importantes aujourd'hui qu'on sait tous que les problèmes écologiques que l'on vit aujourd'hui, eh bien, ils résultent d'un conflit de paysage temporel, ce que la sociologue du temps Barbara Adam appelle un conflit de paysage temporel ou timescape en anglais. Et donc je lui emprunte le terme pour explorer dans mon propre travail un certain nombre de paysages. Et en tous les cas, elle, ce qu'elle dit, c'est que voilà, les problèmes écologiques sont le résultat de l'imposition d'une conception du temps industriel sur les rythmicités de la nature. Donc c'est le temps, en gros, de l'horloge et toutes les expériences qui en sont dérivées. Et donc c'est une notion qui a été fondamentale dans la recherche que je vais vous présenter aujourd'hui et qui s'appelle Gossamer Timescape, et qui est une recherche donc, qui est ancrée dans la pratique du design textile à l'intersection de l'architecture et des technologies dites intelligentes, et qui avait pour but d'explorer le potentiel culturel et poétique de ces nouveaux matériaux. Et je vais vous en parler à travers 4 expérimentations. Juste pour vous dire que cette recherche-là, elle n'a pas été développée au sein de l'ENSAD Lab, mais elle a été développée au Danemark, au sein de CITA, qui est un centre pour l'architecture et les technologies de l'information, qui est basé à Copenhague, et Textile Futures, qui est un laboratoire de recherche basé à l'Université des Arts à Central St. Martins à Londres.
Avant de rentrer dans les productions qui ont été liées à cette recherche, juste un petit point méthodologique. Il y a différents niveaux de matérialisation qui sont à l'œuvre dans le projet, à la fois des choses conceptuelles et assez spéculatives qui sont là vraiment pour poser des questions, des critères de design. Un deuxième niveau qui est vraiment celui de l'expérimentation matérielle et qui a pour but de poser des questions de savoir-faire, de mise en forme, mais pas forcément à l'échelle, pas forcément avec toutes les contraintes, pour pouvoir, dans une étape ultérieure, questionner ces enjeux-là à l'échelle de l'objet architectural et de l'expérience du corps. Donc vous allez voir différents niveaux ici. Juste le point de départ a vraiment été de constater que les architectes, les designers arrivent encore aujourd'hui à concevoir des bâtiments, dans certains cas, qui nous rendent malades. Je ne sais pas si vous connaissez le syndrome du bâtiment malade, mais c'est l'idée que parce qu'on respire mal, parce qu'il y a un air de mauvaise qualité, on a des maux de tête et un certain nombre de syndromes. Et pour moi, c'est un concept que j'ai voulu étendre à finalement la manifestation d'une culture de la déterritorialisation qui est vraiment à l'œuvre dans un certain nombre de pratiques et qui peut aller dans des cas extrêmes jusqu'à effectivement des bâtiments où on est privé de la lumière directe du jour, exposé à un air qui n'est pas du tout sain ou naturel, et qui a été le point de départ de ma réflexion, qui, elle, se concentre plus particulièrement sur les temporalités que l'on façonne dans nos intérieurs. Et donc moi, je me suis intéressée finalement au concept de temps qui est généré par ces matériaux actifs et qui est celui de l'interactivité, qui est un temps qui est centré sur la machine, qui est un temps qui est conceptualisé comme invariable, comme prévisible, comme réversible, et en tous les cas qui est universellement applicable, et qui a généré un ensemble d'expériences qui est celui des relations homme-machine, donc tous les cas qui est basé sur ces dépendances-là et qui est un espace-temps qui est vraiment centré sur l'utilisateur. Et ce que j'ai voulu explorer à travers le travail que je vais vous présenter par la suite, c'est plutôt l'idée d'une temporalité qui est centrée à la Terre, où le temps est vécu comme une expérience variable, imprévisible, irréversible, et en tout cas incarné dans un corps ou dans une géographie particulière. Et donc que je résume à travers l'idée d'expériences qui sont centrées donc sur les dépendances vie-terre, qu'on a eu tendance à oublier dans la façon dont on a conceptualisé le temps et nos espaces, on va dire, ces 300 dernières années. Donc je parle plutôt d'un temps qui est inspiré du temps des horloges biologiques et en tous les cas qui est relié à ces expériences et ces temporalités de la Terre. Donc le point de départ de cette recherche, elle a été d'ouvrir une toile blanche avec une technologie qui n'est pas en fait finalement une technologie active en elle-même, mais une façon de comprendre en fait ces enjeux de changement de forme, de mouvement et d'interaction avec l'espace. Donc ici, vous voyez l'idée d'un rideau sculpture que l'on va pouvoir en fait déplacer du mur à la fenêtre, qui a été conçu comme un module que l'on peut déployer, agrandir, démultiplier, et qui, au fur et à mesure qu'on le dépasse, en fait, a été programmé pour perdre certaines parties de son design, pour installer un dialogue narratif entre l'habitant, l'espace et finalement les outils qui viennent moduler cet espace. Et c'était donc une première façon de réfléchir à comment moduler la lumière, la chaleur et l'intimité dans l'espace domestique, et qui a été le point de départ pour la deuxième œuvre que je vais vous montrer. Mais juste pour dire deux mots de comment ça a été fabriqué, ici on est en fait sur un substrat textile qui a été façonné à l'échelle nano et qui est à la fois adhésif et repositionnable grâce à cette structure à l'échelle nano, sur lequel je suis venue appliquer en fait des éléments de plexiglas qui viennent structurer le textile pour lui donner un aspect d'origami et pouvoir gérer donc son déplacement, son volume sur l'ensemble de la surface. Donc c'est une réflexion qui est venue nourrir l'idée du moucharabier photovoltaïque, qui est en fait l'idée d'un rideau qui va se changer en fonction des rythmes du soleil, et qui est basé plus particulièrement sur une technologie qu'on appelle les films souples. Donc c'est la même idée que les panneaux photovoltaïques que vous avez parfois sur les toits, mais ici sur des substrats beaucoup plus souples, qui ne sont pas encore aussi souples que des textiles, mais qui permettent davantage de possibilités
grâce à leur légèreté, leur souplesse. Par contre, elles produisent un petit peu moins d'énergie que ce qu'on a sur les toits. Et donc le point de départ, c'était de réfléchir comment on fait de l'électronique à travers un médium textile et comment on l'articule sur des surfaces dans l'espace. Et moi, je me suis intéressée à une manière finalement ancestrale de gérer le climat, qui est l'idée du moucharabie traditionnel que l'on retrouve dans les cultures islamique, et qui, par sa matérialité du bois, permet de gérer la chaleur, la lumière et la vie privée de façon très pertinente. L'idée était donc de coupler, de transposer cette notion-là dans une surface textile. Donc vous voyez ici les résultats, vraiment l'idée d'un rideau qui va produire de l'électricité et se changer de forme en fonction des rythmes du soleil. Donc plus en plein ensoleillement, disons, le textile est complètement déployé et permet de générer un maximum d'électricité. En conditions de lumière moindre, le textile se rétracte pour pouvoir profiter de la lumière naturelle. En termes d'activation de ces surfaces, je me suis intéressée à une deuxième technologie qui est vraiment en cours d'émergence et qui est ces plastiques que vous voyez ici, qui changent de forme en fait avec la lumière et qui sont directement inspirés du mouvement du phototropisme des plantes. Donc c'est ici le faisceau lumineux qui vraiment vient attirer et développer le mouvement du plastique. Et ceci est rendu possible en fait grâce à une molécule qui elle-même se courbe sous l'effet des rayonnements UV, et la façon dont on les agence entre elles va permettre de reproduire ce mouvement à l'échelle de la perception. Et donc j'ai travaillé en direct avec un laboratoire basé à l'Université technologique d'Eindhoven pour développer ces propositions. Et ce qui nous a intéressé, en fait, c'était d'associer ce plastique, qui sont en fait des cristaux liquides, à un substrat textile pour développer donc des composites qui allaient changer de forme avec la lumière. Ça a été un procédé assez fastidieux qui nous a quand même permis de démontrer que bien on arrivait à reproduire à plus ou moins même échelle le mouvement. Alors on peut constater ici qu'on est sur un mouvement qui est un petit peu plus lent et une amplitude de mouvement qui est également un peu réduite et qui vient en grande partie du poids du textile qui est ajouté au poids du textile. Donc ça a généré à la fois une grande envie et une grande frustration, puisque ça nous a pris 1 an pour obtenir cet échantillon, et donc c'était un petit peu compliqué de passer à l'échelle du bâtiment et même celle du corps. Donc ça m'a poussée à m'intéresser à une troisième technologie, qui est celle des polymères en fait électroactifs, qui sont des plastiques qui vont se courber sous l'effet de l'électricité. C'est des matériaux qui, à la base, en fait, ont été imaginés par les chercheurs en sciences des matériaux pour la robotique, pour devenir des muscles artificiels, et qui étaient envisagés sur le très très long terme comme des matériaux à but médical. On en est encore assez loin. Mais c'est des matériaux qui ont un comportement polyvalent et qui peut être aussi inversé, donc il peut aussi permettre de générer de l'électricité lorsqu'il est exposé à un mouvement. Il y a notamment des fermes marines dans la région de Monaco qui sont en train de se développer. C'est des choses à l'époque de la recherche qui n'avaient pas été travaillées de façon concrète par les architectes, mais qui l'envisageaient effectivement comme un système d'ombrage des bâtiments, voire de murs performants qui puissent changer de configuration. Donc moi j'ai travaillé à nouveau main dans la main avec un chercheur en sciences des matériaux à l'université de Potsdam sur cette famille qui s'appelle plus particulièrement des élastomères diélectriques. Le concept est finalement assez simple. On vient en fait prétendre un élastomère sur lequel on vient apposer un cadre en plastique, un enduit conducteur, et lorsqu'on relâche ces structures, eh bien, ça donne ces configurations en 3D, et lorsqu'on vient leur appliquer un courant électrique, ça permet d'animer la structure en 3D. Et donc ça, c'est rendu possible en fait par la pression électrique sur la structure moléculaire du matériau qui est prétendue. Quand je parle d'électricité ici, je parle de 1000 à 5000 volts. Donc on n'est pas encore tout à fait dans des choses qui peuvent complètement aller sur le corps, mais qui sont intéressantes parce qu'elles consomment peu d'électricité. Donc il y a eu toute une démarche ici pour se poser comment on traduit, quelle typologie de mouvement ces technologies-là peuvent
générés. Donc ici, plutôt l'idée de l'oscillation sur la gauche. Ici, on est sur des mouvements qui sont assez similaires au gonflement et à la rétraction d'un poumon, et puis des systèmes de grippe, de pince, comme vous l'avez vu précédemment. Et donc, ces typologies-là ont été la base de la recherche autour de RIF, en fait, qui est une installation donc à l'échelle architecturale, qui utilise ces matériaux, mais qui essaie de les connecter aux dynamiques du vent. Donc l'idée, en fait, de cette installation, c'est que les structures vont s'ouvrir et se fermer en fonction de la vitesse du vent. Et donc, il y a 2 types de structures. Il y a celles qui vraiment s'ouvrent et se ferment en fonction de la vitesse du vent, comme celle-ci. Et puis, vous allez le voir juste après, celles qui vont être plus passives, mais réagir juste au courant d'air du fait qu'elles sont suspendues dans l'air. Donc la question essentielle pour moi en tant que designer, ça a été de se poser la question de vraiment comment on retraduit le temps à travers ces structures. Donc je suis passée par une étape de simulation en collaboration aussi. Donc vous voyez ici deux expérimentations qui reprennent le même motif de vent, mais qui traduisent ces dynamiques de façon différente, puisqu'à gauche, c'est la vitesse d'ouverture des structures qui va dire la vitesse du vent, tandis que sur le motif de droite, c'est le degré d'ouverture des structures qui va dire la vitesse du vent. Et on voit qu'on est sur des expériences, des sensations qui sont assez différentes et qui sont qu'un exemple de la palette d'expression qui peut être développée à travers cela. Donc le travail avec les simulations était une étape importante pour me mettre en fait dans mon rôle de chorégraphe. Mais effectivement, il y avait des enjeux de matérialisation qui étaient aussi conséquents et qui se sont développés donc à travers un circuit électronique comme celui-ci, où vous voyez un capteur de vent qui est placé à l'extérieur, qui va venir transmettre les informations de vitesse du vent à un microcontrôleur, qui traduit lui-même ces informations en quantité de voltage qui est transmise directement dans les structures, ici plus particulièrement à travers deux circuits, puisqu'en fonction de l'échelle des éléments, il y a une quantité d'électricité différente qui est requise. Et donc ça a été développé à travers deux installations architecturales. La première que vous voyez ici, qui a été présentée dans un contexte public, avec trois tailles de structures. Et puis la deuxième qui va pas tarder, qui a permis de se poser en fait des questions davantage d'intégration dans l'espace et vraiment de compréhension des paysages temporels qui étaient générés par ces éléments. Donc, je vais vous laisser apprécier les dynamiques. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce que vous venez de voir, c'est une reproduction de dynamiques qui sont des conditions de tempête. Je ne vais pas revenir sur tout la construction de l'installation, mais en fait, le temps pour que le matériau se relaxe fait qu'on ne peut pas être dans une traduction directe, qui a été pour moi à la fois une surprise et un peu une déconvenue, et à la fois quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant, parce que ça amenait vraiment le spectateur à se poser la question de qu'est-ce qui était reproduit ici et qu'est-ce qui était en jeu, et qui a amené en fait les gens qui ont pu vivre l'expérience, l'installation en direct, à vraiment dialoguer corps à corps avec ces structures et ces plafonds. Donc, pour juste vous donner un résumé des enjeux qui étaient quand même une recherche de 6 ans et que je ne pourrais pas exposer là, mais disons que l'intérêt de ces matérialisations était vraiment un dialogue entre théorie et pratique, et essayer de stimuler des envies de conceptualiser ces technologies interactives dans ce que moi j'appelle le paysage de l'interconnectivité, par opposition à celui de l'interactivité, que c'est aussi une façon
de montrer qu'il y a des possibilités d'être dans des installations interactives sans passer par la génération de l'électricité. C'est les plastiques qui réagissent à la lumière que je vous ai montré. Et que pour moi, c'est important de conceptualiser les espaces dans lesquels on vit dans une relation, donc dans une prise de conscience de ces temporalités de la nature qui sont si essentielles en fait à la bonne santé du corps et celle de notre planète. Donc, je vous ai montré ici un panel de technologies, mais dans le champ des matériaux actifs, il y a une diversité de ces éléments et je pourrais vous en parler plus en détail tout à l'heure. Voilà, je vais terminer en remerciant toutes les personnes qui ont pris part à ce projet.